On traite cette fois-ci de la famille, j'allais dire, la plus classique, puisqu'on la retrouve depuis pratiquement le sommet de Rio, qu'on pourrait appeler une famille où on cherche à combiner un ensemble de moyens, des investissements, des systèmes de financement, de la réglementation, des investissements dans l'innovation, des incitations, de nature en général sectorielle, en espérant que tout cela convergera vers les objectifs qu'on s'est assignés de réduction annuelle de l'empreinte carbone de nos sociétés. Rapidement, pour me présenter, je suis administrateur général de l'association Agir pour le climat. De formation, je suis médiateur scientifique. Mon travail est de récupérer les données des scientifiques et de les rendre compréhensibles pour le grand public. Je travaille avec Agir pour le climat. En fait, cette association est très jeune puisqu'elle est née en 2017. Premier élément, évidemment, c'est de mettre la sobriété énergétique au cœur du dispositif. Pour s'en sortir, il faudra aussi regarder nos consommations d'énergie et tout en ayant le même bien-être, être beaucoup plus sobre, et c'est tout à fait possible. Il y avait un autre élément que j'ai évoqué précédemment, c'est qu'il faut booster les investissements pour pouvoir aller vers une industrie verte, vers une mobilité verte, vers une consommation verte, écolo, décarbonée. Et donc, il nous semblait important d'avoir une banque dédiée à l'aide à l'investissement, une banque européenne dédiée. Alors, on a un plan de relance, et ça va être très rapide, de 30 milliards, mais il est très clair qu'il est tout à fait intéressant, sauf qu'il est sur un temps très court, et que si l'on veut réussir à tenir les objectifs fixés à moins 55% pour 2030 et à la neutralité carbone pour 2050, il va falloir le faire perdurer dans le temps. En fait, il apparaît qu'on a déjà beaucoup d'argent et que malheureusement, il ne donne pas les résultats escomptés. Et donc là aussi, il y a un véritable chantier à mettre en œuvre. Alors, au niveau européen, on a fixé un objectif en 2050 qui est d'atteindre la neutralité climatique donc à l'échelle du continent. Donc, ça veut dire les émissions zéro net à l'horizon 2050. On est en train de réviser, et ça a déjà été agréé par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen, donc de réviser à la hausse les objectifs, disons, intermédiaires pour 2030, donc de passer d'un objectif actuel qui est de moins 40% d'émissions par rapport au niveau de 1990 et de passer cet objectif à moins 55%. Ceci dit, on se situe dans le cadre, qui est celui d'ailleurs fixé par l'accord de Paris, qui est que l'on parle ici des émissions qui sont générées sur le territoire de l'Union européenne. Donc, effectivement, on ne couvre pas, disons, l'ensemble de l'empreinte carbone de la société. Parmi ces propositions, il y aura une proposition de réforme du système ETS qui, finalement, transcrira dans le système lui-même la part de cette réduction de moins 55% qui est liée donc, au secteur couvert par ETS et donc qui garantit une trajectoire avec une réduction des émissions année après année basée sur un plafond. 37% des plans de relance nationaux doivent contribuer aux objectifs climatiques et les 2 tiers restants, pour les 2 tiers restants, on doit s'assurer qu'on ne nuit pas à ces objectifs. Je travaille actuellement au ministère de la Transition écologique, mais je m'exprime ce soir en mon nom propre. Je suis un des cofondateur de l'association Négawatt. J'ai même été le premier président de cette association dont j'espère beaucoup d'entre vous connaissent la trajectoire et les principes. Alors bien sûr, on a le diesel, l'essence, l'hybride, l'électrique en tête, l'hydrogène. Mais quel que soit le système qu'on utilise, on a également des choix de carburant qui vont avoir un impact sur les gaz à effet de serre. Et les 4 étapes sont bien les suivantes: sobriété, efficacité énergétique, énergie renouvelable et séquestration du carbone. Regardez le contenu carbone de chaque
produit que nous utilisons, de chaque système que nous utilisons au quotidien. Ça fait des années que je monte ces 4 étapes et j'étais très heureux de voir l'IPCC, le GIEC, reprendre ces exactes 4 étapes de l'atténuation. Il n'y en a pas d'autres, mais c'est comme une table. Si on n'a pas les 4 piliers de l'atténuation, on n'arrivera pas à décarboner. Donc, avant de parler d'obligation de résultat, il faut bien avoir conscience qu'il nous faut mettre en route à la fois des dimensions sur la sobriété, des dimensions sur l'efficacité énergétique, des dimensions sur le renouvelable et la séquestration. Ce qui compte le plus pour moi dans l'obligation de résultat, c'est de se donner les conditions pour comprendre les enjeux. Et ça fait 30 ans que je creuse notamment l'efficacité énergétique et je suis toujours abasourdi de voir qu'on ne comprend pas souvent les enjeux parce qu'on ne se donne pas les moyens. Monsieur Colombani vient de mentionner l'ETS et l'ETS faisait partie du protocole de Kyoto et dans le protocole de Kyoto, il y avait la possibilité d'acheter des réductions de gaz à effet de serre à l'étranger par les mécanismes de développement propres. On a tous cru qu'on allait voir massivement des investissements dans les pays en voie de développement pour acheter des réductions de gaz à effet de serre. On n'a rien vu de cela parce qu'il manquait les fondamentaux. Les fondamentaux, c'était les lignes de base, c'était les statistiques, c'était la connaissance précise. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est que dans les investissements que l'on fasse, qu'on doit faire, c'est de mettre l'accent sur l'accès aux connaissances. On ne pourra pas bouger individuellement ni collectivement si on n'a pas tout un chacun devant nous une comptabilité carbone digne de ce nom et d'avoir derrière la comptabilité carbone des instruments, des labels, des certifications pour permettre les politiques publiques, quelles qu'elles soient, de se mettre en place. J'interviens à mon nom propre et non pas en tant que président du réseau Action Climat. Alors, je vais juste réagir rapidement, puisque pour laisser du temps aux nombreux participants sur 3 points. Alors, sur la question des 1000 milliards pour le climat ou plus généralement du rôle des aides publiques, qu'elles soient sous forme de subventions ou de prêts bonifiés, c'est évidemment nécessaire. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue les limites de ces politiques. Et en particulier, si les économistes, là je prends plutôt ma casquette de chercheur, sont souvent assez réticents vis-à-vis de cet instrument de politique publique, c'est parce que avec les subventions, il est assez difficile finalement d'aider les modes, enfin les décisions les plus vertueuses. Et on va généralement aider ce qui est moins polluant, mais pas ce qui est le moins polluant. Et en particulier, Benoît Lebeau a parlé à juste titre de la sobriété énergétique. C'est difficile de subventionner la sobriété énergétique. On peut plus facilement subventionner une voiture moins polluante que pas de voiture du tout. Et aujourd'hui, le plan de relance, tel que je le vois, il y a beaucoup d'argent qui est mis avec une étiquette climat. Et en fait, on va subventionner vraiment sans trop regarder des rénovations de bâtiments, par exemple, mais on ne va pas subventionner majoritairement des rénovations performantes et globales, non. On va subventionner autant qu'on peut pour relancer l'activité parce que c'est l'urgence. Pour que la France atteigne son objectif de zéro émission nette en 2050, la trajectoire, ça va à 250 € la tonne en 2030 et à long terme, c'est de l'ordre de 500 €, peut-être plus. Ça dépendra des évolutions techniques. Est-ce que c'est l'ITS qui va vraiment aider à ça? On peut en douter. L'approche sectorielle n'a pas atteint les résultats escomptés. Qu'est-ce qui fait penser que cette fois, elle permettrait d'être à la hauteur des engagements? Alors, je vais prendre l'exemple du photovoltaïque, sachant que je m'inscris tout à fait dans l'analyse globale de Négawatt, mais il y a quand même des choses assez intéressantes à dire sur les énergies renouvelables en particulier. Ce mécanisme de soutien, moi, je considère qu'il a été bien plus efficient que de travailler avec un signal prix. Le fait d'investir à un moment donné parce qu'il y avait une difficulté à surmonter pour se retrouver de l'autre côté où ça se développe tout seul, c'était finalement une excellente stratégie, bien moins chère à la tonne de CO2 évité. Sur l'analyse en théorie économique, puisque la théorie économique classique dit que c'est le signal prix qui donne la solution optimale, mais ce que je viens d'expliquer permet de démentir cette théorie économique classique et bien de prouver que
on a ici quelque chose qui est mieux que de travailler sous la forme d'un signal prix. Moi, je suis présidente du directoire de la coopérative Carbone, qui est un outil que l'on a mis en place sur La Rochelle, donc société coopérative d'intérêt collectif, et qui réunit les collectivités territoriales, les entreprises, des associations universitaires et maintenant aussi particuliers et puis agriculteurs et petites entreprises. Et l'objectif en fait de cette coopérative Carbone, c'est de pouvoir mutualiser à l'échelle d'un territoire, dans le cadre d'une ambition de neutralité carbone sur l'agglomération de La Rochelle, les besoins en ingénierie carbone, en évaluation de projets, la possibilité d'agréger les différents financements, crédit carbone, C2E pour le compte des porteurs de projets et de pouvoir accompagner les plus petits porteurs de projets possibles. On a l'obligation, en fait, si on veut agir à l'échelle d'un territoire, d'être vraiment sur une approche systémique, de pouvoir pas seulement traiter la question du bâtiment ou la question du transport. On voit qu'il y a vite des effets rebonds d'un côté ou l'autre suivant une orientation forte d'une politique territoriale ou sectorielle. Et donc, on adresse à la fois tous les secteurs de la réduction d'émissions et tous les secteurs qui vont être liés à notre environnement, notre écosystème, qui vont permettre de séquestrer le carbone avec des changements de pratiques agricoles, avec des plantations, avec en tout cas une meilleure maîtrise de notre écosystème, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment sur les zones humides. Et donc, finalement, ça nous permet d'ouvrir, d'avoir un dispositif qui permet d'ouvrir à l'ensemble des citoyens, des entreprises qui veulent porter des projets. Je rebondis sur l'exemple de l'hydrogène vert. On a aujourd'hui, à partir d'autoconsommation collective d'énergie renouvelable de photovoltaïque sur un quartier, on va produire de l'hydrogène vert pour des solutions de mobilité décarbonées avec ce reliquat d'autoconsommation pour ne rien remettre sur le réseau. Ça nous permet en fait de pouvoir agréger l'ensemble des dynamiques dans les différents secteurs à l'échelle d'un territoire. J'avais une question rapide à M. Colombani. Nous avons vu en fait que lorsqu'on pose la question de l'obligation de résultat, on répond surtout outils, moyens et politiques. Et pour le moment, on est un petit peu sur notre fin en matière justement d'obligation de résultat. Donc j'avais une question précise. Est-il possible d'envisager à l'échelle européenne la constitution d'un équivalent du Haut Conseil pour le climat français ou Climate Change Committee britannique pour avoir donc justement harmonisé des politiques publiques cohérentes à l'échelle de l'Union européenne et pas seulement avoir une approche financière ou budgétaire, et peut-être en profiter pour donner à ce Haut Conseil européen une compétence au-delà du Conseil ou bien du rapport annuel ou bisannuel en matière de déviance des trajectoires qui pourraient être constatées dans des pays membres de l'Union européenne, comme on le fait aujourd'hui sur les dérapages budgétaires, les déficits publics et plus récemment sur le respect des droits de l'homme dans certains pays d'Europe centrale notamment. Ce qui est envisagé justement dans la loi climat qui est en cours de négociation, c'est un dispositif où en fait donc il y a une trajectoire qui est fixée. Et puis, la Commission ferait des recommandations éventuelles quand la trajectoire n'est pas respectée, etc. Est-ce que la sobriété ne devrait pas être une obligation, hein, surtout pour les consommations qui sont superflues? Je pense qu'il y a moyen de faire de la sobriété un axe de politique publique, comme l'encadrement de la publicité, comme ça a été proposé dans la Convention citoyenne climat, ce que vous venez de mettre sur l'acceptation d'une taxe sur les produits carbonés importés, sur les vols en avion. Ça fait partie de cette sobriété qui peut s'orchestrer avec quelques politiques publiques. C'est incontournable, mais le plus important pour moi, c'est d'accepter que ça fait partie de la solution et que ce n'est pas les renouvelables contre l'efficacité énergétique, c'est tout à la fois et tout en même temps. D'où l'importance de se donner les moyens de comprendre, d'accepter les fondamentaux de l'atténuation pour mieux identifier les réponses et trouver pour chacun de ces 4 piliers la réponse par l'obligation de résultat. Comment éviter, sinon que les efforts d'efficacité ou de frugalité ne soient en partie ruinés par l'augmentation des émissions importées? Et il y a eu de nombreux échanges dans les séances précédentes sur la portée et les limites de l'ajustement carbone aux frontières.
et on entend beaucoup de discours sur la relocalisation des activités économiques qui permettrait de réduire ces émissions importées. Est-ce que c'est vraiment crédible et quelles conditions on met en place, et en particulier comment c'est compatible avec les traités internationaux et bilatéraux, notamment de commerce et d'énergie, dans lesquels l'Europe et la France sont engagées. Il devient urgent désormais, en parallèle de la comptabilité de nos monnaies, d'avoir une comptabilité du carbone à tous les niveaux, et pas uniquement du carbone, hein, de l'équivalent carbone, parce que je n'oublie jamais l'importance des gaz fluorés, du protoxyde d'azote, du méthane, qui, si on ne prend pas suffisamment en compte ces gaz, ne nous permettront pas du tout d'atteindre les objectifs. Hein. Il n'y a pas que le CO2. Je reviens toujours là-dessus. D'où la difficulté d'avoir une comptabilité, vous voyez. Et d'ailleurs, on doit au mécanisme de Kyoto, à l'ITS, d'avoir mis en équivalent des gaz qui, dans l'atmosphère, n'ont pas du tout le même impact sur le climat. On l'a fait ça pour essayer de se donner les moyens d'une réponse par un instrument de marché pour lutter contre le changement climatique. Mais ces équivalents posent un problème. Donc, vous voyez déjà sur l'aspect comptabilité, qu'il y a urgence, à mon avis, de se donner les moyens de miser pleinement sur la connaissance de tout un chacun, en particulier des autorités nationales et de tous les acteurs. Donc, ma réponse, si on veut aboutir à une obligation de résultat, la traçabilité, la reconnaissance, c'est possible. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la généralisation de la comptabilité carbone. C'est une question politique, certes, mais nous, on l'a abordé sous l'angle pratique et technologique. Comment est-ce qu'on peut apporter des solutions simples qui automatisent ce suivi et comment est-ce qu'on peut développer l'usage avant peut-être de développer l'obligation. Et ça, je suis assez inspiré par ce que je faisais avant chez Weezings, où on automatisait le tracking des données de santé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé ça via une application mobile qui synchronise à vos comptes bancaires et qui catégorise les dépenses et permet d'affecter un poids carbone à chacune des transactions en revenant au produit. 100% d'accord pour dire que la comptabilité carbone doit se généraliser, mais il faut derrière des outils pour le faire. Et je pense que la vision sur laquelle je conclurai, c'est que en fait, la comptabilité financière et carbone va fusionner, que les technologies existent aujourd'hui pour le faire, et que ça veut dire que les comptables, les commissaires aux comptes finiront par certifier les comptes comptables comme ils certifient les comptes financiers. Et en tout cas, nous, on travaille tous les jours à le faire. Si on veut développer le bien-être de tous, ce qui est notre objectif, je crois, commun, dans le respect d'une réduction radicale de la consommation d'énergie fossile, là où jusqu'à présent les deux choses ont été étroitement couplées, ne serait-ce que parce que c'est avec la même monnaie qu'on paye à la fois ce qu'il faut développer, le travail humain, le service du bien-être, et ce qu'il faut réduire, c'est l'énergie fossile, comment les uns et les autres conçoivent ce découplage. Il est évident que si on réduit les gaspillages liés au non-respect de la notion de juste besoin, qui se distingue de la notion de sobriété, hein, je suis totalement partisan je suis un adhérent de Négawatt, enfin, j'ai beaucoup de respect pour la Sainte Trinité, la sobriété, efficacité, renouvelable, mais il y a une partie qui n'est pas couverte, c'est la partie hubris, quoi. Je veux dire qu'on peut avoir une maison basse consommation, mais si on laisse les fenêtres ouvertes parce qu'on a bon chaud, au lieu d'agir sur le réglage, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, la fin de mon intervention, c'est que le découplage, un facteur du découplage qui n'est pas suffisamment pris en compte, c'est de distinguer les trois sortes d'énergie qu'on consomme, l'énergie primaire, celle qu'on trouve dans la nature, l'énergie finale, celle qui est livrée par EDF ou à la pompe à essence, et puis l'énergie utile. Oui, déjà, effectivement, moi je faisais partie, donc j'étais tiré au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat, et j'étais notamment tiré au sort une nouvelle fois pour participer au groupe Se Nourrir. Alors, je voudrais revenir sur cette notion de découplage, donc de bien-être et de consommation. Ce sont des questions notamment de justice sociale que nous nous sommes posées et qui sont en fait récurrentes
dans l'ensemble de ce rapport, dans l'ensemble de notre travail, parce que nous avons toujours eu à l'esprit, et c'est tout à fait la notion de taxe carbone, nous avons toujours eu à l'esprit la condition des plus démunis. C'est-à-dire que pour nous, la taxe carbone, telle qu'elle était présentée, c'était d'abord demander à ceux qui avaient moins les moyens de contribuer finalement à cette réduction des gaz à effet de serre, alors que ce ne sont pas forcément ceux qui en émettent le plus, et inversement, on demandait moins d'efforts à ceux qui en émettaient beaucoup plus. Et nous sommes partis finalement sur un constat assez simple, c'est d'abord, chacun doit faire sa part, et d'abord ceux qui polluent le plus. Et c'est pour ça que l'ensemble de nos travaux a plutôt tourné autour de réduction massive des gaz à effet de serre rapidement, avant de rentrer dans le détail notamment de la consommation du citoyen, qui ne représente finalement que 25%, grosso modo 25% de l'ensemble des gaz à effet de serre qu'il faudra réduire. Ça peut être aussi avoir ce qu'il nous faut au moment où il le faut, et pas plus. C'est pour ça qu'on a aussi des propositions sur la publicité, qui est quelque chose d'incitatif, qui va nous entraîner vers des dépenses dont on n'a pas besoin, qui va faire des émissions de gaz à effet de serre dont on n'a pas besoin, qu'on peut se passer. Et la publicité, elle, aujourd'hui, va peut-être nous entraîner à faire des dépenses qu'on n'a pas besoin de faire. Non, donc il faut poser la question du découplage en termes d'indicateurs de bien-être, comme vous le faites, d'indicateurs physiques, si possible. Là, on est dans le concret, on est dans le mesurable, alors que le PIB d'ici 2050, bon, ce serait un peu trop long pour expliquer pourquoi, mais arriver même conceptuellement à discuter ce que ça veut dire, c'est extrêmement compliqué. Juste pour dire qu'on travaille effectivement à réviser les obligations de reporting des entreprises. On travaille aussi à un devoir de vigilance européen. Et puis, bon, il y a toute une série d'initiatives qui sont prévues en matière d'étiquetage, etc. Peut-être mentionner aussi qu'on va mettre sur la table aussi une proposition législative pour lutter contre la déforestation importée. Et là, bon, on est en train de réaliser une étude d'impact, donc beaucoup d'options sont à l'étude qui vont là encore de l'étiquetage ou des méthodes du type due diligence, mais aussi des choses plus contraignantes. On pourrait étendre encore cette logique davantage, et on vient de faire une proposition sur les batteries, où on dit donc un nouveau règlement sur les batteries en Europe. D'abord, on commence par l'étiquetage, l'empreinte CO2 des batteries. Ensuite, on passera à des classes de performance de soutenabilité. Ça intègre évidemment les aspects économie circulaire. Et puis, à terme, on pourrait fixer un seuil, un plafond d'émissions sur le cycle de vie des batteries pour finalement fixer une condition à toutes les batteries qui seraient mises sur le marché à terme donc dans l'Union européenne. Et donc, on pourrait penser à étendre cette logique aussi à d'autres types de produits à l'avenir. Je reste interrogatif sur la capacité, cette fois-ci, après 30 ans où on a mis bout à bout comme ça des moyens, y compris selon la logique qu'évoque Negawatt, qui n'est pas une logique nouvelle, on connaît bien ces piliers depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, par rapport à des objectifs qui sont à la hauteur du problème, ce qui n'était pas le cas pour l'objectif 20-20-20 pour 2020, qui a été une manière de se mettre en jambes, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va y arriver? Qu'est-ce qui vous fait penser que les propositions que vous faites vont permettre de mobiliser tous les acteurs? Comment on va permettre cette mise en mouvement? Dans la ligne de ce qui a été dit sur La Rochelle, quel va être le rôle des territoires pour conduire cette transition bas carbone? Comment on les mobilise? Et troisième question, pas négligeable, quand on regarde l'impact carbone de l'administration et des services publics et qu'on le rapproche de ce qu'on pourrait mettre en 2050 pour respecter nos obligations, on s'aperçoit que la consommation actuelle de l'administration et des services publics, c'est déjà les 3/4 de notre contingent
à chacun. Ce qu'il faut, c'est que les territoires puissent avoir les outils où chacun puisse intervenir avec sa propre responsabilité et arrêter de reporter toujours la faute finalement à une échelle nationale européenne, puisqu'on attend souvent longtemps à ce que finalement on puisse avoir l'ensemble de ces encouragements, mais finalement chacun à son échelle a la capacité d'agir. Donc il y a vraiment ce besoin d'augmenter la capacité d'agir pour chacun à son niveau. On va se retrouver parfois freiné en fait dans nos volontés d'agir, ou je vais rebondir sur l'exemple qui a été abordé tout à l'heure sur les énergies renouvelables avec de l'autoconsommation collective et de la production d'hydrogène vert, où en fait finalement ce qui va nous bloquer, ça va être les contraintes réglementaires par rapport finalement à l'organisation centralisée du fonctionnement électrique aujourd'hui. Donc finalement, on peut avoir des initiatives et finalement, voilà, on attend beaucoup d'évolutions réglementaires. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les citoyens en fait sont de plus en plus sensibilisés, sont de plus en plus demandeurs, en tout cas, à ce que les entreprises rendent des comptes, et que quand on leur propose un espace, une possibilité dans lequel ils peuvent être acteurs, en fait, ils s'en emparent. Il y a, nous, des volontés aujourd'hui d'avoir un suivi d'un budget carbone individuel. On met en place un petit comité citoyen territorial pour voilà, retravailler sur la mixité de l'ensemble des actions qu'on met en place. Et aujourd'hui, on a des citoyens qui veulent être vraiment acteurs et co-entrepreneurs dans notre coopérative carbone. Donc, c'est avoir un espace pour pouvoir être réellement acteur. Et clairement, on n'a pas fait assez depuis 30 ans. Je rejoins tout à fait ce que dit Pierre Calam. On a tâtonné, on n'a fait que du stop and go. Moi, je viens du changement climatique par l'aspect efficacité énergétique. C'est le plus gros gisement de réduction de gaz à effet de serre que l'on connaisse. C'est reconnu par les Nations Unies, par l'OCDE, par tous ceux qui travaillent sur le sujet. Et pourtant, c'est le parent pauvre. Et pourtant, plutôt que de miser sur la rénovation systématique, complète et performante des bâtiments, on va faire le buzz sur l'hydrogène, sur le carbon capture and storage, sur le smart sea, le smart city, le smart grid, etc., qui sont des éléments de réponse, mais de bienfaits d'amplitude. Si déjà on mettait les moyens publics à hauteur de ce que chaque potentiel représente, ça irait déjà mieux. Cette société de la connaissance qui viendrait pleinement avec les moyens de la connaissance. Et je vous laisse sur ce que Einstein a dit. Si vous pensez que l'éducation est chère, essayez l'ignorance. Eh bien, si vous pensez que d'investir dans la connaissance avec tous les instruments dont on a besoin pour l'obligation au résultat, essayez de ne pas investir dans ce secteur de la connaissance. Et on va se retrouver encore 50 ans à avoir ces discussions. Mettons les moyens sur les fondamentaux de cette transition indispensable. Quand on regarde ce qu'ont fait les États-Unis entre 1942 et 1944, ils ont complètement réorienté leur industrie, alors même qu'ils ont 12 millions de travailleurs qui sont partis sous les drapeaux, alors qu'il y avait des pénuries de certaines matières premières dans type le caoutchouc, qui venaient des territoires occupés par les Japonais, et ça ne les a pas empêchés de reconvertir leur industrie de A à Z. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est beaucoup plus limité en ampleur. Mais il y aura des conséquences réelles sur la vie. On a parlé un peu de sobriété. Souvent, dans les réseaux sociaux, ça déchaîne les foudres. Dès qu'on parle de sobriété, tout de suite, on a les accusations d'être au mieux amiche, au pire, c'est le goulag. Mais il faut quand même voir qu'il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas s'en passer de la sobriété. Il n'y en a pas d'alternative technique pour l'instant vis-à-vis du transport aérien longue distance ou vis-à-vis des produits d'origine venant des ruminants, la viande bovine en particulier. Donc là, on est obligé d'avoir de la sobriété. Ensuite, bien sûr, on peut discuter du rôle respectif de sobriété et efficacité renouvelable. Je suis industriel aussi, chef d'entreprise, mais surtout élu. Et le problème, c'est que les gens, ils n'ont absolument aucune explication concrète et technique. Nous, on est des techniciens, on est des ingénieurs, on sait parler entre nous, on sait discuter, mais comment faire pour être crédible auprès des citoyens? Parce que parler de taxes, pour moi, une taxe, c'est complètement inutile au niveau de la protection de l'environnement. Je n'ai pas besoin de taxes pour trier mes déchets, je n'ai pas besoin de taxes pour économiser mon eau, je n'ai pas besoin de taxes. Je veux dire, taxer les gens, juste pour information, et je termine là-dessus,
moi j'ai fait un petit sondage autour de moi, contrairement au sondage que j'entends à la télé, il n'y a pas 5% de personnes autour de moi qui sont intéressées par ce sujet. Pas 5%. Or qu'on parle de 40 ou 50% de gens, de jeunes, ainsi de suite, qui sont... Voilà. Je termine juste là-dessus. Comment faire pour intéresser les gens? Il faut leur expliquer, il faut leur donner des solutions crédibles et surtout des solutions honnêtes. Je vais partager mon écran juste pour montrer à tout le monde les résultats des votes, en tout cas des 26 personnes qui ont voté au sondage qu'on a soumis en ligne ce soir. Le sondage est encore ouvert, hein, si vous voulez aller suivre. Là, il y a une 27e personne qui vient de le faire. Voilà. Pierre, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. Je vous remercie les uns et les autres de votre fidélité. Je remercie en particulier Antoine Colombani d'avoir fait vraiment un bel effort pour nous résumer les orientations européennes. Et merci à tous les intervenants. Je crois que tout ça est très complémentaire et que voilà, c'est riche. Et je vous remercie. À la semaine prochaine.